de ceux de la grippe. Le virus responsable est bien plus efficace que le port des masques. Protégeons-nous et protégeons les autres en respectant les mesures simples d'hygiène. Lavons-nous les mains fréquemment au savon. Ceci est un message du ministère de la Communication. Chers parents, en cette période de crise sanitaire, veillons sur nos progénitures. Les enfants, particulièrement les filles, exposés aux abus et autres violences sexuelles doivent être protégés. Ne donnez pas vos filles en mariage plus jeunes, au risque de vous exposer à la rigueur de la loi 029 interdisant le mariage précoce au Tchad. En attendant la reprise de cours, veillez à la vie de vos filles. Surtout, n'oubliez pas les gestes barrières qui sauvent. Lavez-vous régulièrement les mains avec du savon, éternuez ou toussez dans votre coude ou dans un mouchoir. Restez toujours à plus d'1 mètre les uns des autres. Portez toujours vos masques et saluez sans vous serrer les mains. Ceci est un message du gouvernement à travers le projet pour l'autonomisation des femmes et le dividende démographique au Sahel, Suède. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez seulement maintenant. Vous êtes bel et bien à l'écoute de Radio Tchad. Il est avec exactitude 14h dans nos studios, comme tous les dimanches. Voici tout de suite et maintenant pour vous, et rien que pour vous, Radio Week-end avec Saint-Yves de Zabé-Chouadon. J'espère que mon micro est ouvert. Bonjour Saint-Yves. Bonjour Parfait Bérel qui est toujours en forme. Ah oui, toujours. Pour les dimanches, qui est sous la pluie, bien sûr. Oui. Et nous sommes aussi en forme quand vous l'êtes. Merci beaucoup. Radio Week-end, bienvenue à vous tous de ce 2 août 2020. Au menu, le coup de fil à un correspondant pour le portrait de la semaine. La revue de la presse suivie de l'article de la semaine. Rendez-vous est pris aussi avec l'invité fil rouge. Et bien avant tout ceci, voici les principales nouvelles du jour présentées par Mamadou Nour Adoum Soukoumem. Bonjour. Saïf, bonjour mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ces principales nouvelles du jour. Nous démarrons avec cette information. Au terme du décret numéro 1674 du 2 août 2020, le couvre-feu instauré dans les provinces du Guéra, le Kanem, les deux Logon, les deux Mayokébi dans la ville de N'Djamena, à Mandedia au Lugungana, et de la ville et de N'Djamena Fara à Guité est prorogé pour une période de 2 semaines à compter du lundi 3 août 2020 de 23h à 5h du matin. Les réseaux sociaux créés pour améliorer les conditions de communication des utilisateurs et de rapprocher le monde deviennent ces derniers temps des outils de division et de haine au Tchad. Le sujet a été évoqué par le chef de l'État, Idriss Déby Itno, lors de la grande prière de Tabaski le vendredi dernier. Bon, Jim Dongare Stéphane revient sur ce sujet. Il y a des individus en utilisant les moyens de communication qui sont les moyens de communication les plus
performantes du monde reconnues ces derniers temps pour déchirer le tissu social. Et ce qui est curieux, ce sont les jeunes qui ont leur avenir devant eux. Il est incompréhensible, mais vraiment incompréhensible et inadmissible qu'une jeunesse considérée comme étant le fer de lance d'une nation soit amenée à cultiver la haine, le mépris, la division et que sais-je encore. La science sans conscience n'est que ruine de l'âme, dixit le philosophe Rabelais, pour dire également que si les nouvelles technologies de l'information et de la communication doivent conduire le monde à la désunion, à la perversité ou au chaos, il n'en valait pas la peine de les utiliser. Le Tchad, notre pays, vient de loin, de très loin au regard des multiples difficultés qui ont émaillé son passé. Un passé sanglant, je dirais monstrueux, voulu et entretenu pendant des décennies par les ennemis de la paix, tant de l'intérieur que de l'extérieur. Les jeunes qui s'agitent aujourd'hui n'ont pas connu la guerre civile de 1979. Sinon, rien que les leçons tirées de cette guerre-là suffisent pour qu'aucun Tchadien averti ne souhaite revivre cela. Le chef de l'État, Idriss Déby Itno, conseille. La culture du communautarisme est un danger qui guette notre pays. Et je dirais à tous, qu'ils soient musulmans, chrétiens ou sans religion, l'avenir de ce pays se jouera dans l'unité nationale, dans la paix et dans la stabilité. Ce sont des valeurs qui sont très chères que les Tchadiens doivent observer, garder jalousement la situation actuelle et cimenter l'unité nationale. Que l'abandon, où qu'il soit, de l'intérieur ou de l'extérieur, cette manière de communiquer. WhatsApp ne sont pas créés pour s'insulter, pour cultiver la déchirure ou pour critiquer des ethnies ou cultures de communautarisme. Ils sont dans le mauvais chemin. Oui, le repli identitaire, le communautarisme, bref, tout discours divisionniste ou incitation à la haine tribale sont des choses à bannir au pays de Toumaï aujourd'hui, seul îlot de paix dans une sous-région en pleine crise sécuritaire. La jeunesse doit plutôt œuvrer pour que cette paix retrouvée s'enracine davantage. C'est la condition sine qua non pour faire de ce pays un véritable havre de paix. Merci Stéphane. Interrompu par la pandémie du Covid-19, les activités de l'espace aérien tchadien ont officiellement repris hier 1er août 2020. Ce matin, les premiers avions ont foulé le sol tchadien et c'est en présence du ministre en charge de l'aviation civile Sebgenande Melom Graziella. Il était 11h ce dimanche quand le premier avion de la compagnie égyptienne Egypt Air a foulé le sol tchadien sous une pluie fine, signe peut-être de la bénédiction. Aussitôt descendus de l'avion, les passagers ont eu droit à quelques formalités obligatoires. Il s'agit notamment de la désinfection de leurs bagages, la prise de leur température, la vérification de leur attestation de test PCR négatif au Covid-19 et sous l'œil regardant du ministre de l'Aviation civile et de la météorologie nationale, Sebgenande, qui a tenu à souhaiter personnellement la bienvenue aux passagers composés pour la plupart des Tchadiens. Au nom du maréchal du Tchad, je vous souhaite la bienvenue au Tchad, terre de Toumaï, berceau de l'humanité. Vous êtes sans ignorer que la pandémie a mis en place et a exigé des mesures restrictives édictées par les États, parmi lesquelles la fermeture de l'espace aérien. Mais au vu des mesures barrières qui ont permis de réduire au minimum la propagation de la pandémie, les autres autorités de l'État, en l'occurrence le maréchal du Tchad, a ordonné à ce que l'espace aérien soit ouvert le 1er août 2020. En ma qualité de chef du département de l'aviation civile, je vous souhaite la bienvenue, une fois de plus au nom du maréchal. Étant longtemps absents du pays, ces passagers expriment leur satisfaction de retrouver leurs familles respectives. Pour eux, le mérite revient au maréchal Idriss Déby Itno. Après plusieurs mois d'absence au pays, on est content d'y rentrer et trouver la famille aussi, parce qu'on était inquiet. De l'autre côté, la famille aussi est inquiète. Et Dieu a fait qu'aujourd'hui, le maréchal du Tchad a permis aux Tchadiens qui sont bloqués à l'extérieur de rentrer chez eux. Et nous saluons vraiment cette initiative. Je suis ravi d'être ici. Vous avez pris les mesures nécessaires, vous avez pu maîtriser et on vous remercie beaucoup. On remercie toute l'équipe. Je suis vraiment fier d'être dans mon pays. Avant de quitter les locaux de l'aéroport international Hassan Diamous, le ministre Sebgenande est allé à la rencontre de ceux qui attendent pour embarquer afin de leur souhaiter un bon voyage. Chers passagères et passagers à destination du Caire, nous sommes aujourd'hui à l'accueil d'Egypt Air et au départ des passagers à destination du Caire. Au nom du maréchal du Tchad, je vous souhaite bon voyage
et bon retour parmi les vôtres. Toutes les personnes restant plus de 7 jours au Tchad devront rester confinées à leur domicile et réaliser un deuxième test au 7e jour. Les passagers qui séjourneront moins de 7 jours devront quant à eux observer les mesures barrières et signaler leur lieu de résidence, ont indiqué les responsables du contrôle médical. Merci, Mme Graziella. Le port du masque rendu obligatoire par le gouvernement après les premiers cas de Covid-19 enregistrés chez nous est toujours en vigueur. Mais l'on constate que cette mesure, certaines personnes ont du mal à la respecter en portant pas correctement ou pas du tout le masque, tout en foulant au pied les règles sanitaires. Qu'est-ce qui explique cela? La réponse dans ce reportage signé à Seida Macton-du-Roland. Pour limiter la circulation du virus de Covid-19, le port de masque est plus que nécessaire. Si cette mesure est respectée par une catégorie de la population, elle n'est pas encore un réflexe pour tout le monde. Dans les rues, tout comme dans d'autres lieux publics, l'usage de cet outil de protection, par les jeunes surtout, diffère. Quand on les interroge sur ces attitudes qui sont toutefois anormales, voici leur avis. Ça m'étouffe quoi, ça m'étouffe. Ça me dérange un peu. Je mets aussi en cas de nécessité. On peut dire que c'est un peu de notre négligence, on peut dire. Sinon, nous sommes bien conscients du risque que nous courons en nous côtoyant sans le masque. Je n'arrive pas à respirer quoi. Si je mets le masque comme ça. Est-ce que tu te rends compte que quand tu fais ça, tu cours des risques? Oui. Tu as le masque là plutôt en main. Mais il est fait pour la bouche, pourquoi? Non, parce que ça m'aide. Je retire parce que ça m'étouffe quand la suite ici, donc c'est chaud quoi. Ça fait bizarre de trouver quelqu'un qui ne porte pas de masque, ça c'est sûr. Masque là, ici, là, je vais porter. Et quand je sors, je le goudron d'abord. Le port de masque, en effet, s'inscrit dans le cadre d'une série de mesures de prévention prises pour éviter une propagation massive. Cet objectif ne peut être atteint que si l'on porte convenablement ces masques. Docteur Oumaina Mamat est médecin infectiologue. Que ce soit le masque chirurgical ou soit les masques qui sont en tissu, pour les porter, on les tient par les lanières élastiques ou par les lacets. Après avoir lavé les mains à l'eau et savon, et puis on les met derrière les oreilles. On les accroche ou soit on les attache au milieu de la tête pour le lacer le plus haut et au niveau du cou pour le lacer le plus bas. Et après, on essaie d'étendre le masque pour qu'il prenne exactement la forme du visage. Et puis une fois le porté, on le manipule plus, on le touche plus. Pourquoi? Parce qu'on sait très bien que la face qui est extérieure du masque, ce côté du masque peut être contaminé. Ces masques, qu'ils soient chirurgicaux ou grand public, sont efficaces à en croire Dr Oumaina Mamat Djerma. Pour le masque jetable, ce masque, leur durée de vie, c'est 4 heures. Après les 4 heures de temps, on enlève ce masque, on le met dans un plastique, on le jette directement à la poubelle. Les masques qui sont en tissu, ils sont aussi efficaces que les masques chirurgicaux. Efficaces à condition que tout le monde porte le masque. Parce que pourquoi on porte le masque? On porte le masque justement pour empêcher à ce que les gouttelettes de salive, quand on éternue, quand on tousse, soit quand on part, soient projetées à une certaine distance. Donc les masques, ils les maintiennent. Et les masques, ils les protègent à condition que tout le monde le porte. Le masque de protection ne peut se prêter car son utilisation est individuelle pour éviter l'autocontamination. Du fait de sa manipulation, très souvent, il est recommandé de le retirer quand il est humide ou visiblement sale. Face à la recrudescence de la maladie constatée ces derniers jours, le respect strict de cette mesure, le port de masque, devient plus que nécessaire car le virus continue de circuler. Merci à Seida, l'invité du journal ce dimanche, le directeur général de l'ITRAD, Institut tchadien de recherche agronomique pour le développement, Yassine Doudoua. Dans l'entretien qu'il a accordé à notre reporter Banjoumdo Ongare Stéphane, il parle de la mission de son institution et de quelques activités phares réalisées par l'ITRAD au courant juillet dernier. Dans l'entretien que je vous propose, il met l'accent sur les perspectives de l'ITRAD. On l'écoute. En termes de perspective, je pense que, étant donné que la programmation de la campagne agricole 2020-2021 de l'UTRAD est déjà en partie mise en place en termes de production de semences. Et là, je pense que, espérons bien que si la pluviométrie continue, nous réussirons par rapport aux prévisions. Et aussi, en termes de perspective, c'est d'organiser aussi des journées portes ouvertes pour permettre aussi aux producteurs, aux partenaires, aux ONG de voir ce que l'ITRAD fait et les produits de la recherche. Et en même temps aussi, la relecture de plans à moyen terme de recherche agronomique de la 3e génération de l'ITRAD. Aussi la formation, surtout en termes de renforcement de capacité du personnel de l'ITRAD, en termes surtout pour les chercheurs, en termes de
l'élaboration des projets de recherche qui est très important pour les chercheurs qui vont aussi mobiliser des fonds pour l'institution. Aussi, la formation en termes de rédaction scientifique, elle est vraiment essentielle aussi pour les chercheurs, pour permettre aussi aux chercheurs de publier leurs travaux et en même temps aussi, un de perspectives très importantes aussi, renforcer les capacités des producteurs élites qui produisent des semences. Ça permettra vraiment de booster un peu la disponibilité de semences améliorées au niveau national. L'intégralité de cet entretien est à suivre à la fin de notre édition de 20h30 en politique. La mission du mouvement patriotique du salut, conduite par Dr Ala Ridi Kone, poursuit ses activités dans le département de la Kabia où elle a rencontré les militantes et militants du MPS. Yassine Ibn Ahmad est notre envoyé spécial. L'élévation du chef de l'État, Idriss Déby Itno, à la dignité du maréchal du Tchad a été favorablement accueillie par les militantes et militants du MPS de la Kabia. Le chef de mission, Ala Ridi Kone, s'est dit comblé. Selon lui, le chef de l'État mérite plus que cela, car il a énormément investi pour la paix et le développement du Tchad. Ala Ridi Kone a saisi cette occasion pour sensibiliser les militants sur le respect des mesures barrières de lutte contre la Covid-19. Abordant dans le même sens, le préfet de la Kabia, Céline Patalé, a relevé que c'est grâce aux efforts fournis par le gouvernement que son département n'est pas touché par cette pandémie. Toutefois, invite-t-elle la population à la prudence. Au cours de cette rencontre, plusieurs militants de UNDR, RNDT, le Rebelle et du phare ont rallié le MPS. Par ailleurs, la délégation du MPS est allée passer un message de paix aux communautés Mousseï et Peul du village Djodo Bissira. Cela fait suite à un incident survenu entre ces deux communautés ayant entraîné la mort de 2 personnes. La délégation a exhorté les deux communautés à la cohésion et à la cohabitation pacifique et laisser la justice faire son travail. Gounougaya, Yassine Ibn Ahmad pour la Radio Tchad. Merci Yassine. Retour ici en Djamena en religion avant de boucler ce journal. L'église du réveil évangélique au Tchad d'Engeli dans la commune du 9e arrondissement a organisé ce matin un culte d'action de grâce, culte auquel Diasrabe Ferdinand, notre reporter, y a assisté. Suivant son reportage. Ce culte d'action de grâce célébré ce dimanche par l'église du réveil évangélique au Tchad d'Engeli a été ponctué de chants, de louanges et de prières. C'est le même, oui, toujours le même. Quel est l'objet de cette célébration? Prophète Mbaïtodjoum Jude Telbe, responsable de la dite église. Le corps de Christ tout entier est appelé à se lever et être un instrument entre les mains des autorités de ce pays. La pandémie mondiale qui a secoué le monde, mais si ce n'est pas la main puissante de Dieu, nous ne serons pas à ce niveau de pandémie. La main de l'éternel Dieu est sûrement dans ce pays. Et nous reconnaissons également la haute autorité qui s'est levée et qui a la compassion des filles et des fils du Tchad et qui a mis toute une structure de veille et de surveillance pour circonscrire cette maladie dans cette nation, sans oublier combien il a déployé ses énergies pour arrêter l'avancée de djihadistes Boko Haram au Tchad. C'est ainsi que cette organisation a mis sur place un mois de jeûne et de prière. Et jusqu'au 10 août, ça sera une déclaration solennelle et accompagnée avec une nuit de prière. Associer la voix des fidèles à celle de l'État pour un combat sanitaire et militaire, pour la paix et la concorde nationale, c'est le leitmotiv de la célébration qui s'étale jusqu'au 10 août prochain, comme l'a souligné le prophète Mbaïtodjoum Jude Telbe. Merci Diasrabe Ferdinand, 14h passe de 16 minutes. C'est sur cette information religieuse que s'achèvent les principales nouvelles du jour. Place maintenant à Radio Week-end, Saint-Yves Désabé Chouadan. Je vous repasse le micro pour la suite. Merci Mounour Adoum Sougoumi pour les principales nouvelles du jour. Auditeurs à l'écoute, ne bougez pas, car nous allons ensemble nous rendre cette fois-ci à Bangor pour le coup de fil à un correspondant avec Mboulsougué et Andé et Zarak,
Au menu de ce coup de fil, au centre donc de ce coup de fil, c'est la recrudescence de l'insécurité dans la province donc de Mayo-Kébi-Est. Je vous laisse suivre les explications de notre correspondant à Bongor, Alain Yomo. Alain Yomo, bonjour. Bonjour Ngolso, bonjour à tous. Alain, restez en ligne pour nous parler de l'insécurité qui sévit ces derniers temps dans la province du Mayo-Kébi-Est. Eh bien Alain, comment ce phénomène se manifeste-t-il là-bas dans la province du Mayo-Kébi-Est? L'insécurité ici, de façon globale, se décline sous plusieurs formes. Le cas de vol simple de la 5 par exemple, vous êtes chez vous ou en dehors, de petits objets vous peuvent être retirés tout moment. Le vol aggravé, opéré par des individus ou des gangs qui forcent les entrées des maisons, boutiques pour y dérober. Ils enlèvent du bétail par tête ou en troupeau, en tuant parfois les bergers. L'insécurité, c'est aussi le banditisme de grand chemin, c'est-à-dire les coupeurs de route qui tendent un guet-apens aux passagers pour les dépouiller de leurs biens. Il y a également les enleveurs de personnes contre rançon, très actifs dans la zone de Damba, où d'ailleurs on vient de faire installer un détachement dans la zone. Les individus, sans foi ni loi, armés jusqu'aux dents, qui investissent des villages raquettes, rançonnent la population en enlevant du bétail, des personnes même dont ils vont demander en échange des millions de francs. Il y a aussi beaucoup de meurtres occasionnels lors des cérémonies funéraires traditionnelles, faites au jour de marché ou une simple prise de bec entre individus. Se solde par mort d'homme à coups d'armes blanches. Enfin, il y a un phénomène nouveau relevé ces derniers temps, celui des personnes qui coupent les corps sur les véhicules pour voler les marchandises. Le nouveau gouverneur Bachar Ali Suleiman, dès sa prise de fonction, a laissé entendre qu'il fera du vol et de l'insécurité en général son cheval de bataille. Combien de cas ont été enregistrés ces derniers temps à Bongor? Le dernier coup tordu commis par ces hors la loi date de moins de 2 mois. En effet, 4 présumés malfrats tombés dans les mains des fusils des forces de l'ordre ont été présentés aux autorités administratives en présence du procureur de la République, avec 3 armes à feu de fabrication artisanale. Ces bandits semaient la terreur dans la zone de Nangigoto, où ils se livraient à des braquages, délits et crimes de tout genre, jusqu'au jour où ils ont été pris. Le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Bongor, Hussein Barkay, indique que ces personnes ne sont pas à leur premier forfait. Ils subiront toute la rigueur de la loi pour les torts perpétrés. Quelles sont les causes principales évoquées là-bas sur place? Moussou, à mon avis, les causes elles sont multiples. D'abord, je dirais la pauvreté, la misère, qui font le lit de l'insécurité, la consommation abusive de l'alcool et des produits dopants, l'analphabétisme et l'ignorance qui favorisent aussi le phénomène. Ne perdons pas de vue ces milliers de jeunes parfois diplômés et désœuvrés qui pourraient être tentés par le vol, le crime pour avoir ce qu'ils n'ont pas. À noter également le laxisme, le laisser-aller dans la chaîne judiciaire, depuis la brigade, le commissariat jusqu'au parquet. Les criminels condamnés aujourd'hui sont libérés le lendemain, au nez et à la barbe de tous, leurs victimes ou leurs proches. On parle aussi de l'insécurité entretenue qui indexe les agents de commandement, les chefs traditionnels qui sont quelquefois des mèches avec les bandits. Des présumés auteurs ont été arrêtés. Quel a été le sort réservé à ceux-là? Je l'ai dit tantôt, ces bandits sont avant tout des récidivistes qui ont causé beaucoup de situations désespérées à des tiers. Ils méritent de lourdes peines d'emprisonnement et d'amende comme correction pour faire éventuellement dissuader les potentiels brigands. Le procureur de la République est formel. Force est et restera à la loi qui sera appliquée avec rigueur contre eux qui l'ont enfin en connaissance de cause. La justice fera son travail, on l'espère, Golsou. À votre avis, comment faire pour enrayer cette insécurité? Insécurité zéro, il n'en existe nulle part de par le monde. Même les puissances les plus civilisées font aussi toujours face au phénomène d'insécurité. Ce sont les tentatives, selon moi, de raméfier autour de l'individu en tant qu'être humain, quel qu'il soit. Néanmoins, pour réduire ces effets de cette gangrène, il faut s'attaquer à ces racines en cultivant une collaboration franche et sincère entre l'administration, les services de sécurité et la population, en dotant les forces de sécurité de moyens et matériels conséquents de travail, en les recyclant, en les formant dans des domaines précis d'exercice de leurs activités, en tant que protectrices des personnes et des biens, et non le contraire, et
en recommandant aux autorités administratives plus de fermeté et de rigueur dans la gestion des affaires publiques. Il faut enfin briser la chaîne entre agents de commandement, civils ou militaires, autorités traditionnelles et malfrats. Voilà, Moulkou. Alain Yomo, merci d'avoir été en ligne et bonne journée dominicale à Bangor. Au revoir, Moulkou. Bon dimanche à tous. Bon dimanche aussi à vous, monsieur Alain Yomo. Retour donc au studio avec notre invité fil rouge Radio Week-end reçoit ce dimanche monsieur Dounia Tokyangar, coordonnateur national de l'Union, coordonnateur de l'Union nationale des organisations culturelles et artistiques du Tchad. Bonjour. Oui, bonjour, monsieur Yves. Vous êtes donc l'invité fil rouge. Merci surtout d'avoir accepté notre invitation. Votre organisation vient d'organiser un atelier de validation pour se doter d'un programme d'action 2020-2022. Je rappelle à nos auditeurs que l'organisation a vu le jour en février dernier, février 2020 donc. 6 mois après, vous décidez de vous doter d'un plan, de concevoir un plan d'action pour cette période-là. Et pourquoi avoir attendu 6 mois? Est-ce que n'avez-vous pas mis la charrue avant le bœuf? Non. Vous voyez, en février, on était déjà en plein confinement et état d'urgence. Donc, nous, en tant qu'artistes, comme vous avez vu, toutes les organisations culturelles et artistiques étaient les premières à être engagées dans la lutte contre le coronavirus. Nous, on avait travaillé avec le sous-comité de sensibilisation et cela nous a amené dans les provinces d'Andiamena ici et aussi dans les provinces de Mani, de Manderia, et cela nous a pris tout le temps parce que c'est une urgence. Et maintenant, à tout ceci, cela nous a amené à capitaliser d'autres problèmes qu'il faut vraiment s'asseoir et le moment est venu pour pouvoir faire donc cet atelier de validation du plan d'action national qui doit aller de 2020 à 2022. Voilà, donc je pense que ça arrive à point nommé quand même, à mon sens. Très bien. Et quels sont, d'ailleurs, vaut mieux tard que jamais. C'est ça. Quels sont les points qui étaient donc le problème identifié, qui était au centre de cet atelier? D'accord. Voilà, donc là, je vais vous résumer rapidement le rapport synthétique. Et il y a eu d'abord constat. Nous avons trouvé que le développement du secteur de la culture et des arts au Tchad dépend avant tout de la solidité et de l'efficacité des organisations qui le portent, aussi bien que des différents acteurs qui sont impliqués. Mais malheureusement, les constats qui se dégagent des analyses faites sont amers sur tous les plans, notamment organisationnels, problèmes de gouvernance associative. C'est pourquoi il faut vraiment innover et faire des prospections aussi pour résoudre ces problèmes. C'est pourquoi il est urgent, si nous voulons que le secteur se développe, engager des actions d'envergure pour la dynamisation et la professionnalisation de ce milieu. Donc c'est à la suite de tous ces constats que l'UNOCAT a bâti donc ce plan d'action qui s'articule autour de 2 grands axes, à savoir, dans un premier temps, la structuration des filières artistiques et la protection des droits des artistes. Donc le premier point, c'est la structuration des filières artistiques. Et ensuite, donc, je peux commencer déjà à vous dire exactement qu'est-ce qu'on a pu essayer de faire hier dans ce premier point. La structuration consiste non seulement à dynamiser les structures corporatistes membres de l'actuel UNOCAT telles que définies dans nos textes pour avoir la légalisation. On est parti au-delà. On est parti au-delà pour identifier des autres filières non prises en compte depuis des années et depuis l'indépendance d'abord de notre pays. Donc il s'agit de faire un travail de clarification, de définition et de regroupement des disciplines artistiques et de les aider à se formaliser en association, en union, en fédération ou autre, ce qui leur permettra d'avoir de place et leur compte aussi dans la structure fêtière de 3e niveau qu'est UNOCAT. Donc, à cet effet, nous avions pu lister et proposer la création de 12 départements qui sont les suivants. Donc, il y a le département d'art visuel, d'artisanat d'art, des arts plastiques, des design et décors, des chants, danse et jeux traditionnels, des arts dramatiques, des arts et lettres, des musiques, de l'art culinaire. À l'intérieur de l'art culinaire, il y a les repas et les boissons traditionnelles, des arts ésotériques, des arts et architecture traditionnelle, et enfin
des arts paysagisme. Voilà, donc, au lieu de 5 filières comme à l'intérieur de l'UNOCAT à l'époque, nous avons identifié 12 départements. Donc, c'est pour faire comprendre aux gardiens des traditions et cultures, aux autorités, à l'opinion publique et enfin aux artistes, qui sont les premiers concernés, que le rôle de l'UNOCAT est aussi d'aider à créer les filières non existantes en son sein et de les accompagner pour y adhérer. C'est un travail qui nécessite donc une descente dans les différentes provinces du Tchad pour collecter les informations, recenser les artistes et structures culturelles et artistiques. Donc ces informations recueillies permettront de créer une base de données fiable sur les artistes, les organisations, les institutions culturelles et artistiques du Tchad. Voilà. Merci, Monsieur Dunia Togangar. Vous restez avec nous d'ailleurs jusqu'à la fin de cette émission. On va revenir à vous. Oui. Le temps de passer à une autre rubrique, et c'est la rubrique Le portrait de la semaine. Vurboube Passiri nous rejoint donc. Bonjour, et vous êtes là pour le portrait de Monsieur Yacine Doudoua, un agroéconomiste actuellement directeur général à l'ITRAD. Je vous laisse découvrir davantage. Agroéconomiste Yacine Doudoua est un ingénieur d'État agronome spécialiste de l'économie rurale et gestion. Homme à la fois battant et courtois, Yacine Doudoua est actuellement directeur général de l'ITRAD, Institut tchadien pour la recherche agronomique et le développement, et doctorant dans son domaine. Agroéconomiste avec des expériences cumulées dans les domaines de développement agricole, politique et marché agricole, gestion des territoires ruraux, sécurité alimentaire. Cette quarantaine n'est pas un inconnu dans le département de l'agriculture au Tchad. 13 ans d'expérience, Yacine Doudoua consacre toute sa carrière pour les recherches agronomiques à l'ITRAD depuis 2007. Assistant du coordonnateur national et responsable et suivi évaluation du projet Amélioration de la compétitivité du riz en Afrique centrale, point focal du programme Économie d'impact et politique risicole de l'Africa Rice, point focal des instituts de recherche. Yacine Doudoua fut également directeur scientifique de l'ITRAD et président du comité scientifique et technique du Fonds spécial en faveur de l'environnement. Très posé dans la conversation et patient, cet ingénieur en agronomie dit que l'agriculture est une passion pour lui depuis la classe de la première S. Et c'est cette passion qui l'a conduit à poursuivre ses études en master recherche en géographie, aménagement, environnement et développement, master recherche en gestion des territoires et développement local. Il appelle les jeunes et toute la population tchadienne à s'intéresser à l'agriculture. Je pense que la haute autorité à sa tête, le maréchal du Tchad, a donné un certain nombre d'orientations par la mise à disposition d'un certain nombre d'intrants pour cette campagne et aussi la rétrocession des terres autour de nous qui permettra à la population, à ceux qui s'intéressent à l'agriculture demain. J'invite aussi la population de venir vers l'agriculture. On ne peut pas développer le pays sans l'agriculture. Pour moi, c'est une des conditions sine qua non pour passer par là. Yacine Doudoua a suivi plusieurs stages de formation au Bénin, Burkina Faso, Cameroun et au Sénégal pour enrichir ses connaissances. Il a actuellement 9 publications scientifiques dans son actif. L'agriculture demeure sa priorité. De teint un peu clair et de grande taille, le directeur général Yacine Doudoua aime pratiquer le jogging et le football comme sport favori. Merci Vurboube Passiri pour le portrait de la semaine. On retrouve notre invité fil rouge. Je rappelle que nous sommes avec Dunia Togangar, coordonnateur national de l'Union nationale des organisations culturelles et artistiques du Tchad. Monsieur Dunia, vous nous rappelez tout à l'heure que vous avez identifié, vous êtes penché sur 12 départements existants ou celles à créer. Et parmi lesquels vous évoquez le design et décor, entre autres, chose qui n'est pas aisée. Oui. Comment comptez-vous mettre en exécution cette feuille de route, surtout pour les départements à créer? Voilà. Avec les moyens... Voilà, nous allons y arriver. Très difficile. C'est ça. On va arriver sur comment on va trouver les moyens. Mais je voudrais compléter que ce premier axe prend également en compte, donc, à l'intérieur donc, de ces départements, ce premier acte prend en compte la dimension formation.
car en termes de renforcement de capacité, l'atelier a recommandé que l'UNOCAT doit intégrer dans son fonctionnement et par département cité ci haut un responsable chargé des projets et formations, un responsable chargé de faciliter les organisations matérielles et manifestations, chargé des projets de formation, donc un responsable chargé de faciliter les organisations matérielles et des manifestations et activités, un responsable des services des ressources humaines et matérielles, un responsable des offres des services de la communauté des artistes membres et un responsable chargé de la prospection et de l'innovation. Donc pour une bonne articulation de toutes ces activités, il faut la création de 4 postes par département. Donc les responsables qui vont gérer ces postes, c'est eux qui vont s'atteler à écrire des projets. Et cela va nous permettre d'aller en dehors même des organisations culturelles et artistiques, chez les bailleurs et même à l'État, pour pouvoir trouver les moyens pour mettre à exécution tout ce qu'on a cité, tout ce qu'on a créé pour pouvoir les formaliser. Voilà. Donc le moment venu, nous saurons comment agencer tout ça pour que ces départements nouvellement créés et les anciens même puissent être restructurés, rénovés pour être efficaces. On voit bien que vous êtes attelé beaucoup plus à la consolidation de la structure. C'est ça. Pour rendre évidemment plus efficaces les différents départements, et l'accent est mis particulièrement sur la formation. C'est ça, c'est ce qui manque d'ailleurs, parce que beaucoup, on se jette comme ça à l'eau, certains ont un peu l'art dans le sang, d'autres ont des dons, mais on se lance, on fait bien, mais sans aucune formation, puisqu'il n'y a pas l'école d'art ici dans notre pays. Donc c'est un peu compliqué et c'est nécessaire qu'on sorte de cette ignorance-là. Comment faire en sorte qu'on connaisse nos métiers avec tous les contours, voilà, pour être compétitif tant à l'intérieur qu'à l'international. Monsieur Notoy Dounia, vous aimez la culture et les œuvres artistiques. Je crois que vous aimez aussi la lecture. Oui, mais bien sûr. Moi, déjà en décembre 2018, j'ai sorti un livre intitulé Fruits des ménages. Donc, je suis moi-même écrivain et grand lecteur. Vous nous faites découvrir encore une autre facette de vous. Et c'est pour vous dire qu'on va passer à la revue de la presse. Okay. Et nous retrouvons le doyen de la rédaction, M. Toubamana Soina, qui a lu pour nous les différentes parutions chez nos confrères de la presse écrite. Bonjour Soina. Saïd Dezabé Chouadan, bonjour à tous. La politique, la gestion de la chose publique, la justice, le social déterminent la une des journaux. Le communautarisme plombe débit. L'affiche du journal N'Djamena Hebdo, l'éditorial du journal, parle de la bombe tribale. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase, c'est l'affaire du champ de fil le 14 juillet dernier. Justement, sur cet incident, l'Observateur titre « Affaire de champ de fil, la justice est attendue au tournant ». Pour l'Observateur, les Tchadiens attendent de la justice de faire la lumière sur cette affaire qui risque de porter préjudice à sa réputation. Les 7 présumés jeunes qui auraient participé au lynchage du colonel de l'armée nationale au marché de champ de fil, détenus à la maison d'arrêt d'Amsinoune, ont été présentés à la presse. Autre affaire, c'est celle des présumés trafiquants de drogue. La justice a sévi et après, s'interroge l'Observateur. Pour le temps, champ de fil et on coupe le fil. En politique, le journal Le Temps a accordé l'interview à Maître Théophile Bongoro qui s'est prononcé par rapport aux élections à venir. Pour lui, le MPS a peur des législatives avant les présidentielles car il va perdre. Il poursuit. Le MPS pense avoir mis une machine redoutable de fraude des élections, mais il oublie que l'opposition s'adapte à cette machine pour pouvoir la détecter même s'il change de stratégie. En économie, Le Temps ouvre un dossier en s'interrogeant. Zone de libre d'échange continentale africaine, quel avantage pour le Tchad? Très proche de l'économie, en termes de gestion, le journal Le Visionnaire précise que Saleh Abdelaziz Daman, rattrapé par sa boulimie argentivore. L'ancien maire de la ville de N'Djamena, après 48 heures de garde à vue à la police judiciaire, se trouve en ce moment à la prison d'Amsinéné. Pour le Visionnaire, l'affaire champ de fil des pauvres citoyens paye les frais. Le journal La Voix parle de la restriction des réseaux sociaux. Le retour à la case départ. Pour La Voix, malgré les clarifications des autorités judiciaires, le calme est plus loin de revenir dans la
blogosphère tchadienne, où l'on constate depuis mardi une restriction d'accès au réseau social WhatsApp après la diffusion de plusieurs messages et vidéos appelant à la haine à la suite de l'affaire de Champ de Fil. L'avis des institutions sous-régionales, représentant résident de la CEMAC, Madame Ngarbatma Ojimei Soukat remplace Yaya Dilo. La cérémonie d'installation protocolaire a eu lieu le vendredi 24 juillet dernier. En énergie, la voix a fait constater que malgré les 24 milliards injectés début juillet, la SNE peine à décoller. Cette situation a occasionné la descente sur le terrain de la nouvelle ministre de l'Énergie, Madame Ramatou Mahamat Outouin. Le journal L'Opinion s'intéresse de son côté au soutien à l'entrepreneuriat des jeunes et pour cela, le ministre des Finances et du Budget, Ter Ahmed Guilhem, précise que l'action reste perfectible. Le quotidien Le Progrès ressasse presque tous les sujets d'actualité au courant de la semaine en évoquant l'affaire Champ de Fil, le jugement des présumés trafiquants, le spectre des violences à N'Djamena, le relâchement dans la prévention du coronavirus avec ce titre « Les bus roulent sur les mesures barrières ». Voilà Saint-Yves ce qu'on peut retenir dans nos journaux. À dimanche prochain. Merci Sonia pour la revue de la presse. On va retrouver l'article de la semaine dans un instant. Le temps de retrouver notre invité fil rouge, Nunia Togangar. Tout à l'heure, vous nous évoquez deux axes stratégiques identifiés et en parlant donc, vous avez parlé de la structuration avec les différentes filières. Oui. Ensuite, le second axe concerne la protection. Oui, des droits des artistes. On voudrait en savoir un peu davantage parce que c'est là où se situe le goulot d'étranglement, c'est ça c'est vrai. Donc la protection des droits des artistes prend en compte la question du statut juridique de l'artiste, la question des droits d'auteur et la protection sociale des artistes. Bref, le cadre juridique dans lequel doivent évoluer tous les éléments de l'écosystème culturel et artistique, bien sûr. Donc, à cet effet, il est indispensable que les différents acteurs et opérateurs doivent travailler dans un cadre juridique sécurisé. Malheureusement, tel n'est pas le cas au Tchad. Donc, lors de l'atelier, plusieurs constats ont été relevés et il s'agit de l'inexistence d'une loi garantissant le statut juridique de l'artiste tchadien. Les artistes sociétaires du Boudra, c'est-à-dire ceux qui sont engagés dans les œuvres, qui ont enregistré leurs œuvres au Bureau tchadien de droits d'auteur, ne sont pas représentés dans le conseil d'administration du Bureau tchadien de droits d'auteur, moins encore le directeur titulaire même de ce bureau. Et le Boudra aussi est totalement sous le contrôle du ministère du Développement touristique, de la culture et de l'artisanat, et les sociétaires ignorent totalement les clés de répartition des redevances faites par les fonctionnaires au bureau. Et autre point, c'est le développement d'une piraterie endémique sans la moindre intervention de l'État pour faire respecter le droit des artistes. Aussi, il y a l'existence aussi d'un fossé profond entre les textes qui régissent le Boudra et l'application sur le terrain. Comme ces textes ne sont pas appliqués, vous voyez, le bureau tchadien dans certains pays sont créés par les artistes eux-mêmes. Mais dans notre pays, comme on n'a pas encore les moyens, on a confié à l'État de nous créer ces bureaux. Mais quelques années plus tard, normalement, ça devait nous revenir. Mais comme jusqu'ici, on n'a pas encore les moyens, c'est l'État. On veut que c'est toujours l'État qui nous gère ça. Mais quand on arrive au bureau tchadien de droits d'auteur, quand les fonctionnaires se comportent là-bas avec nous, les artistes qui sont les propriétaires de cet argent, c'est comme si l'argent qui est prélevé et gardé au bureau tchadien de droits d'auteur, on sent comme si c'est l'argent de l'État ou bien c'est l'argent des fonctionnaires et des gendarmes qui se trouvent dans ces bureaux. Pourtant, non. Cet argent est totalement l'argent des artistes. Et l'État, les fonctionnaires, les gendarmes et tout ce monde qui est là-bas ne sont que les gardiens, des simples gardiens de cet argent qui appartient aux artistes. Il est vrai, il y a des pourcentages pour faire fonctionner le bureau, mais cet argent appartient aux artistes. Mais comme il y a un fossé profond, je disais, entre les textes qui régissent le Boudra et l'application sur le terrain, là-bas, quand on arrive, nous les sociétaires, même, on est comme des étrangers. Et c'est un peu compliqué. Un autre point, le Boudra dispose peu d'outils techniques, humains et financiers et de forces de pression pour percevoir les droits. Hein, et ça, même l'État tchadien, à travers la radio et la télévision,
le Boudra ne peut pas faire pression aussi pour que l'État tchadien aussi nous verse les redevances par rapport à nos œuvres que vous utilisez ici. Dès que la radio s'ouvre, il y a le générique. Ça, c'est la musique des artistes. Pour chaque émission, les musiques que vous utilisez, les images, tout ça, hein, c'est pour les artistes. Donc, à un moment, l'État a pensé nous donner un forfait. Mais depuis 3 ou 4 ans, l'État ne verse plus. Et le Boudra, en tant que bureau ou bien institution de l'État, n'est pas capable de faire pression sur l'État pour que l'État puisse nous verser cet argent que la RNT et puis la télévision utilisent. Donc, ça, c'est un manque aussi. Il y a un manque d'action, d'information et de sensibilisation pour inciter les auteurs d'œuvres de création à s'adhérer au Boudra. Hein? Ils sont là, ils savent que le bureau tchadien de droits d'auteur existe, mais ils ne savent pas comment s'adhérer. Donc, on va s'atteler à faire ce travail de sensibilisation aussi. Et les recettes annuelles réalisées par le Boudra et la gestion de 6% des fonds destinés aux cas sociaux, juste d'une gestion aussi très opaque. On ne sait pas qu'est-ce qu'ils en font. Donc, à la lumière de tous ces constats affligeants, l'atelier a recommandé à l'UNOCAT des actions suivantes. C'est-à-dire que nous devons mener une action d'envergure, d'information et de sensibilisation des artistes au niveau national sur les enjeux de leur statut juridique, organisation d'un forum national sur le statut de l'artiste tchadien, faire un plaidoyer auprès des pouvoirs publics pour le rétablissement de l'autonomie du Boudra et de la place des sociétaires dans le conseil d'administration d'une part et d'autre part prendre en compte la gestion des droits voisins. Organisation des ateliers pour informer et sensibiliser les artistes sur la question des droits d'auteur, organiser des sessions de formation pour le renforcement des capacités des artistes et les employés aussi du Boudra sur les droits d'auteur et les droits voisins, et faire un plaidoyer auprès des pouvoirs publics pour investir dans les infrastructures et équipements adaptés au spectacle vivant. Parce que là, il n'y a pas de salle de spectacle, la salle d'enregistrement, il n'y a rien, il n'y a rien. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec nos œuvres? On enregistre, par exemple, une musique et ça reste là. Il n'y a pas même la distribution, il n'y a rien. Et c'est comme ça, on meurt à côté de nos œuvres et on ne sait même pas où vulgariser, où vendre. Donc, l'atelier a également identifié quelques partenaires institutionnels et privés avec lesquels l'UNOCAT pourrait éventuellement collaborer pour la réalisation de ce plan d'action. Donc, il s'agit de l'Union européenne, l'UNESCO, le service de la coopération et d'action culturelle de l'ambassade de France au Tchad, l'ambassade des États-Unis au Tchad, les instituts français de Paris et N'Djamena, les Émirats arabes unis, le Qatar, quelques pays africains qui sont déjà avancés dans plusieurs domaines culturels et artistiques. Donc, en matière de formation, ce n'est pas tous les pays africains qui sont démunis, il y en a aussi qui ont les moyens, comme le Maroc, l'Afrique du Sud, ils peuvent aussi nous aider, même pas les moyens, ou bien nous envoyer des formateurs, n'est-ce pas, qui peuvent aider, parce qu'on a parlé tout plein de formations là. On n'a pas besoin absolument de l'argent pour former. Mais si on nous envoie aussi des formateurs, c'est déjà, on sera satisfait à ce niveau-là. Donc, parmi ces partenaires que nous avons identifiés, il y a aussi les téléphonies mobiles implantées au Tchad. Ailleurs, ils font beaucoup, ils accompagnent les artistes. Mais ici, ces téléphonies mobiles ne font rien en faveur des artistes. Quand il appelle un artiste, par exemple un musicien, c'est pour lui dire d'accompagner un artiste étranger qui arrive, dont on lui paye 150 millions, et cet artiste tchadien, on lui propose 5 millions. Mais il faut qu'on travaille aussi avec eux pour qu'ils sachent comment nous accompagner, parce que c'est aussi leur rôle. Et en dernier ressort, il y a aussi l'État tchadien, à travers ses démembrements décentralisés, et surtout le ministère du Développement touristique, culturel et de l'artisanat. Voilà. Le dernier, enfin, vous êtes lancé carrément avec des procès contre même le département de tutelle, oui, c'est ça. Les partenaires tels que la RNT, la télévision. Bon, nous sommes là pour vous accompagner, bien sûr. Oui, c'est ça. Mais cependant, Monsieur Dounia, vous, en parlant de ces plaidoyers, vous avez eu la chance, je dis bien sûr la chance, d'avoir le ministre du développement touristique, de la culture et de l'artisanat qui a rehaussé de sa présence votre atelier à l'ouverture des travaux. Je suppose que vous lui avez adressé un message lié à tout ce dont vous citez et comme difficulté. Oui, justement. C'est un soutien déjà à sa présence parmi vous. Absolument. Et puis on l'a promis et il a pris bonne note qu'après avoir finalisé
ce plan d'action, on va lui remettre officiellement, même devant les médias, n'est-ce pas? Et il a promis lui-même aussi d'en faire quelque chose. Donc, c'est un acquis. Mais comme il ne faut pas penser que je me suis lancé sur Non, c'était l'échange. Mais justement, si déjà vous êtes là, c'est pour planter le décor de ce qui se passe, n'est-ce pas? Vous offrez justement cette tribune pour vous permettre de dire tout ce qui ne va pas et pour améliorer la situation des artistes nationaux pour lesquels nous sommes tous conscients. Voilà. Et d'ailleurs, vous restez, on va vous retrouver pour conclure tout à l'heure avec 2-3 messages. Et je vous l'ai annoncé tout à l'heure, après la revue de la presse, c'est l'article de la semaine que Radio Week-end propose. Et aujourd'hui, l'article est tiré du journal L'Observateur. L'article est intitulé, vous connaissez le marché Taradona? Oui, je connais. Situé à Ardejoumal. Et l'article dit ceci, est intitulé « Marché Taradona, quand les denrées et les ordures se côtoient ». Vous imaginez un peu ce que ça donne. Oui, suivez l'entretien de Melom Graziella avec Koutou Nadirozine. Bonjour Koutou Nadirozine. Bonjour Melom Graziella. Vous êtes journaliste à l'hebdomadaire L'Observateur et dans la parution numéro 987 du 22 au 29 juillet 2020 du journal Low battery, please recharge. Quand les denrées et les ordures se côtoient. Pour nos auditeurs, le marché Taradona est situé dans la commune du 7e arrondissement de la capitale, sur l'avenue Mathias Ngarteri. Alors dites-nous, quelles sont les réelles motivations qui ont conduit à la rédaction de cet article? Les vraies raisons qui m'ont conduit à écrire cet article, c'est le manque d'hygiène dans ce marché. D'abord, si j'ai écrit cet article, c'est parti d'un constat que je l'ai fait moi-même. C'est des choses vécues et vues. De tous les jours, à chaque fois que je viens dans ce marché, je constate ce qui se passe. C'est les raisons qui m'ont poussé à écrire cet article. Oui, dans l'article, vous dites que même si presque tous les marchés de la capitale ont un sérieux problème d'hygiène et d'assainissement, mais le marché Taradona détient la palme d'or. Pourquoi dites-vous cela? Oui, effectivement, j'ai souligné dans mon article que le marché Taradona détient la palme d'or. Pourquoi? Parce que dans presque tous les marchés de la capitale, bien sûr qu'il y a manque de conditions d'hygiène dans ces marchés, mais le cas de Taradona, c'est vraiment déplorable parce que d'abord aux alentours du marché, il y a vraiment des tas de ordures entassées partout. Dès que tu viens, tu vois les mouches, les asticots, ce genre de trucs, de l'eau sale partout. C'est ce qui m'a poussé à soulever cela. Et quand nous parcourons l'article, vous dites qu'à côté du problème d'hygiène et d'assainissement dans ce marché, il y a aussi le problème de place qui se pose avec acuité, conduisant même certains commerçants à occuper les devantures dans des habitations des particuliers, non? Il y a un problème de place qui se pose parce que d'abord, au début, ce marché, c'était juste un petit marché qui est réservé beaucoup plus aux vendeuses de poissons fumés. Mais dès que la commune a octroyé cet espace, maintenant aux vendeuses de poissons frais et même ceux qui vendent des légumes et fruits. Cela fait que le nombre a augmenté et dû au nombre et la place qui a été réservée à ces derniers, ne pouvant plus les contenir. Donc cela fait que les vendeuses viennent occuper anarchiquement les devantures des particuliers. C'est ce qui a fait que j'ai soulevé dans cet article que voilà, il y a manque de place et que cela pousse les vendeuses à occuper aussi anarchiquement des places. D'accord. Et quelle est la position des riverains que vous avez rencontrés face à cette situation? Ces riverains, ils sont vraiment dépassés parce que ces derniers occupent l'air devanture. Les saletés qu'ils font, ça dégage vraiment des odeurs, ce genre de trucs. Donc, ces riverains, ils sont contre. C'est-à-dire, ils ne sont pas d'accord pour que ces derniers occupent. Ils veulent, si la mairie peut vraiment trouver une autre place pour déloger là-dedans, ça serait encore mieux. Ok, vous dites que les riverains interpellent la commune du 7e arrondissement pour une solution urgente, surtout en cette saison de pluie. Alors dites-nous, est-ce que vous avez eu à rencontrer les autorités communales pour avoir leur avis? J'ai eu à rencontrer les délégués au sein du marché. Il y a des délégués qui sont là, mais d'après ces délégués, ce qu'ils m'ont fait savoir, c'est pas de leur responsabilité parce qu'ils ont fait de leur mieux pour maintenir ces femmes au sein du marché, là où ils ont construit pour que ces femmes restent pour vendre les choses. Mais les femmes ont refusé carrément de rester parce qu'elles avancent comme raison que voilà, étant dedans que les clients ne viennent pas carrément acheter des choses. Donc elles sont obligées de rester, sortir. Et cela crée vraiment des problèmes entre les délégués et même les vendeuses. C'est-à-dire que la responsabilité est partagée? Bien sûr, la responsabilité est partagée. La mairie doit prendre ses responsabilités et même les vendeuses parce que cela, il va de leur santé. Ok, notre entretien tire à sa fin. Votre dernier mot, Koutou?
Eh bien, ce que j'ai comme dernier mot, j'interpelle la mairie à s'investir. C'est à elle de mettre de l'ordre dans le marché. Elle doit assainir le marché, il faut nettoyer et puis ordonner des choses. Si c'est les femmes qui font des saletés ou bien qui refusent de rester au sein du marché parce que le marché, même le sein du marché, c'est trop sale et elle ne peut pas rester là vendre les choses. Merci Koutou Nadirozine d'avoir accepté de répondre à toutes ces questions. Merci à vous de même. Merci à Melom, surtout, mesdames et messieurs, vous l'aurez surtout rectifié. Le marché Taradona est situé plutôt à Chagua et non à Artutumal, comme je l'avais dit dans mon lancement. Et on va clôturer avec cette dernière rubrique. Et puisque nous parlons de l'art, on va rester dans le domaine de l'art. Et on retrouve le spécialiste en question, c'est Mamata Erfoudi, qui, malgré son état de santé, se déploie quand même à rester présent à l'antenne. Et il nous propose aujourd'hui une interview réalisée un peu spéciale avec l'artiste Abangol, qui vient égayer notre dimanche après avoir mené une campagne de sensibilisation contre la Covid-19. L'humoriste nous propose ceci. Ah ouais, vous allez dire que Abangol est devenu bête ou bien il rit seul. Non, je suis en train de réfléchir sur les résultats du baccalauréat 2038, c'est-à-dire 18 ans après Covid-19. À 18 ans après Covid-19, c'est-à-dire les enfants auront déjà 18 ans, donc beaucoup seront en terminale, beaucoup vont composer leur bac. Mais on aura des noms et des prénoms terribles. Si seulement le gouvernement décide de diffuser les résultats du baccalauréat 2038 à la radio comme à notre époque, non, ça va être vraiment des noms et des prénoms terribles. Par exemple, baccalauréat des second degrés, session de juin 2039. Centre de toutes les villes, séries confondues. Sont déclarés admis d'office les candidats dont les noms suivent. Ogurama de Deneje Kachne. Ogukaya Denenjatar, confinement. Abdraman, couvre-feu, mention assez bien. Njirangoul, quarantaine. Bapetel, gel hydroalcoolique, mention assez bien. Morebay, Zumbulu, lavons-nous les mains. Agalgoro, Anapolis, mesures barrières. Alaïdib Al-Afé, nouveau cas. Maïnda Aman, Covid organique. Fukulena Bar, Covid-19, mention assez bien. Garman, Lam Mutasha, coronavirus. Manistalou Beiden, geste barrière. Ngunguyo, cellule de veille. Maïmi, chloroquine. Yubu, Toy Dandi, 0 cas. Agina Alala, 11 malades sous traitement à l'hôpital. Mention assez bien. Barcaï, respirateur. Martoandi, Tangdonona, Sabuna, Moussela, vulnérable. Moussa Sekaram, dissentation. Denejigindera Ram, touché dans le coude. Bobariava Kemekassu, salaire corporel. Et enfin, Doum, Kamdou, biscuit énergétique. Mention. Sacré Abangol qui, je vous le dis, est venu nous égayer notre dimanche et avec la manière, monsieur Tounia Togagar, c'est sans commentaire, je ne sais pas si... Oui, c'est ça, c'est fantastique, c'est-à-dire que nous les artistes, on est toujours en avance. Et vous méritez d'être encouragés avec cette, ce genre d'imagination. Franchement, je salue l'artiste et l'ensemble des artistes nationaux qui méritent vraiment d'être encouragés à la hauteur de l'œuvre qu'ils nous proposent. Merci, félicitations à Abangol. S'il nous écoute, c'est ça. Et tous nos encouragements, bien sûr. C'est ça, oui. Et on va poursuivre avec vous pour justement boucler et clôturer notre émission qui se termine bien d'ailleurs. Oui. Et voilà, je vous laisse nous dire un mot sur l'ensemble de participants qui, quelques mots, qui était là, qui était représenté effectivement à l'atelier. Oh, mais c'est tout le monde. Il y a le monde de théâtre, on a les architectes, les sociologues, et c'est des gens de haut rang, de hauts ex-fonctionnaires de l'État qui ont assumé des hautes fonctions, des artistes, des rappeurs, des peintres, des sculpteurs. Enfin, c'est une vraie diversité très riche
Et quand le rapport va sortir, en publiant le rapport, vous saurez à travers ça que vraiment, c'est des cerveaux qui ont fait le travail. On va attendre le rapport, mais je ne veux pas vous laisser partir sans que vous ne me donnez l'engagement ici. On constate d'ailleurs que les artistes sont vraiment, vraiment divisés. Et on voudrait que vous nous rassurez, à partir de ce micro, pour lequel qui vous sert de canal, rassurer l'ensemble des artistes, rassurer les Tchadiens que vous n'êtes pas divisés et que vous menez la même lutte pour le bonheur des artistes tchadiens. Voilà, d'abord, je voudrais lancer un message en faveur de... Quand on a cité les partenaires, je voudrais aussi citer, dans certains pays, même l'actuel ministre a été un mécène, qui a été proche des artistes, qui a aidé même certains artistes. C'est pourquoi ça nous rassure encore que à la tête de notre département, il va mieux faire. Donc, il faut que tous les Tchadiens puissent s'engager. Et surtout, nous, on a invité, par exemple, le coordinateur de la Coordination nationale des artistes tchadiens, qui semble être une autre plateforme qui fait face ou bien qui est ennemi de Inocat. On l'a invité dans les... Il était présent. Non, il n'était pas venu, malheureusement. Voici, c'est ça mon discours ici. Monsieur le coordinateur de la CONAT, il n'est pas venu. Donc nous, on est ouverts, on est là juste pour le développement culturel et artistique. Et quoi qu'il en soit, tout ce qu'on va faire, on va toujours inviter les autres pour leur montrer que notre objectif, c'est sortir la culture et les arts de la léthargie, mais ce n'est pas le problème d'individus. C'est-à-dire la lutte entre les individus, ça nous rabaisse, alors que nous, les artistes, c'est les idées. Et quand on est au niveau des idées, ça nous grandit. Voilà. Ça doit vous grandir et nous sommes là pour que vous grandissiez et nous ne sommes pas là pour vous diviser aussi, nous sommes pour vous encourager. Et je tiens à lire aussi ce message qui vient de nous parvenir pour dire que nous sommes vraiment écoutés. Et, bonjour du fond du cœur, je vous remercie très sincèrement d'avoir assisté à nos côtés lors du décès de notre fille et petite sœur Yaké Baldé. Vous avez témoigné par votre présence à notre côté. Je vous remercie de ces vibrants hommages, que le Seigneur vous bénisse et que cet amour continue en vous. Merci aussi à l'ensemble des auditeurs qui nous suivent tous les dimanches. Merci à mon réalisateur Mboulsou Gande et Zarak et surtout à mon technicien qui a su nous donner les éléments à chaque fois que nous avons sollicité M. Omar Médandier. Et place à un autre artiste qui va reprendre ma place, c'est M. Toubalom Telomgawis avec la tribune des artistes qu'on appelle aussi autrement le Kingana, le quotidien, et qui va prendre le micro tout à l'heure. Merci et au revoir et à très bientôt.